Bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre notre série de présentations sur la force de la place et ses applications. Nous allons aborder dans cette vidéo la deuxième partie du chapitre grand 3 consacré aux applications de la force de la place. Notamment dans cette vidéo, nous allons vous présenter la balance de coton. Nous allons présenter dans la balance de coton et sans plus tarder, on y va. Alors, vous avez deux photographies de la balance dite de coton. Vous devez constater que la balance de coton est constituée d'un fléau à deux bras. À l'extrémité du bras qui est à gauche, nous avons un cadre rigide, d'accord, sous forme d'arc. Et à l'extrémité de l'autre bras qui est à droite, nous avons un plateau suspendu à l'extrémité qui est destiné à recevoir les masses marquées. Donc il s'agit d'une véritable balance, mais qui permet de faire quoi? Il ne mesure pas la masse, comme vous le savez pour les autres balances, mais la balance de coton permet de mesurer l'intensité du champ magnétique B. Ça peut être d'un aimant permanent, comme généralement pour les aimants en nu. Dans cette photographie, vous voyez que la balance de coton mesure l'intensité du champ magnétique d'un électroaimant. Donc vous voyez une bobine parcourue par un courant électrique qui se comporte comme un aimant. Donc en tout, la balance de coton peut permettre de mesurer l'intensité du champ magnétique d'un électroaimant ou bien d'un aimant permanent. Alors, nous allons regarder de près à quoi ressemble la balance de coton. La balance de coton, comme je vous l'ai dit, est constituée d'un fléau. Et comme toute autre balance, le fléau est en rotation autour d'un axe delta. Donc le bras OD du fléau est horizontal et porte à son extrémité le plateau qui est destiné à recevoir les masses marquées. Et le bras qui est de côté gauche est constitué d'un cadre rigide qui a cette forme sur lequel chemine un circuit électrique O, M, N, P, Q et on revient encore à O. Donc voilà un cadre rigide qui a cette forme et autour de ce cadre chemine un fil électrique parcouru par un courant électrique. En absence de courant électrique, la portion NP et le bras OD sont horizontales. On dit simplement que la balance est en équilibre. Maintenant, nous plongeons une partie du cadre rigide à l'intérieur d'un champ magnétique B. Ici, le champ magnétique B, dont on veut connaître l'intensité, est sortant. Donc, c'est un champ magnétique B qui est perpendiculaire au plan de la figure et qui sort de l'écran et qui vient vers nous. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'équilibre, sans le courant électrique, nous avons la portion NP et la portion OT qui est horizontale. Nous allons brancher au circuit, d'accord, électrique qui chemine le bord du cadre rigide, un générateur de courant continu. Donc naturellement, l'intensité du courant circule de O vers M dans cette portion,
de M vers N et de N vers P et de P vers Q et de Q vers O et finalement rentre dans le générateur par la borne négative. Une fois le courant traverse le cadre rigide, nous constatons que la balance est déséquilibrée. La balance est déséquilibrée parce que la portion NP n'est plus horizontale et la portion OD aussi n'est plus horizontale. Et pour réaliser l'équilibre de la balance, nous allons mettre dans le plateau des masses marquées pour faire ramer la portion NP horizontalement et OD à l'horizontale. En quelque sorte, nous allons réaliser l'équilibre de la balance de coton. Alors, une fois que l'équilibre est réalisé, nous pouvons maintenant chercher et faire un bilan des forces qui s'exercent sur la balance de coton. Alors, nous allons supposer que sur la portion N, M, sur la portion M, la partie de la portion MN qui est plongée dans le champ magnétique B, d'accord, va subir l'action de la force de Laplace sur des petites portions élémentaires de la portion qui est plongée dans le champ magnétique P. Donc nous allons représenter toutes ces forces élémentaires au point C sur la portion de la partie MN qui est plongée dans le champ magnétique. Nous allons représenter également la force FA comme étant la résultante de toutes les forces élémentaires qui s'exercent sur la portion NP. Et nous allons représenter aussi au point B la résultante des forces, c'est-à-dire la force équivalente à la somme de toutes les forces qui s'exercent sur la portion NQ, c'est-à-dire la portion NQ qui est plongée dans le champ magnétique B. Alors, nous allons nous servir de la règle de la main droite. Pour ceux qui n'ont pas suivi la règle de la main droite, je vous invite à suivre la vidéo sur le produit vectoriel dont j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Alors, nous allons nous servir de la règle de la main droite pour déterminer le sens et la direction de la force de Laplace qui s'exercera au point C. Alors, les 4 doigts de la main droite étant dans le sens de l'intensité du courant I. D'accord? Et tel que la main droite est positionnée, ça montre que le champ magnétique B est sortant. Donc, si vous voyez directement la paume de votre main, alors le champ magnétique B est sortant. Le pouce écarté donne en même temps la direction et le sens de la force de Laplace qui s'exerce au point C. Alors, la force de Laplace sera centrifuge, d'accord, centrifuge et ayant pour point d'application le point C. Donc, quand on dit centrifuge, ici on prolonge. Si on prolonge cette droite d'action, la droite d'action de la force FC passera par le centre de rotation O. Alors, nous allons continuer. Nous allons représenter au point A la force de Laplace qui s'exerce sur la portion NP. Donc, toujours avec la règle de la main droite. Les 4 doigts étant pointés dans le sens du courant électrique, la paume de main étant visible, alors le champ magnétique est sortant. Le pouce écarté donne la direction et le sens de la force de Laplace. Alors la force de Laplace sera comment? Verticale, dans ce cas, orientée vers le bas.
Et même chose, nous allons faire la même chose. Nous allons faire la même chose au point B. Et nous constatons que la force FB est centripète du point d'application B. L'ensemble du fléau, l'ensemble de la balance a un poids qu'on appelle, que nous allons nommer P0. Et d'après la loi d'action et de réaction, au niveau de l'axe de rotation, nous aurons aussi la réaction R de l'axe de rotation. Et au niveau de la masse marquée, nous aurons le poids de la masse marquée, d'accord, qui est toujours vertical descendant. Le poids est toujours vertical descendant. Alors, nous allons revenir encore. Alors, regardez un peu. Nous allons étudier le moment du système. Nous allons étudier le moment du système. Cela va nous permettre d'abord d'étudier les forces qui ont effet de rotation sur le système et les forces qui n'ont pas d'effet de rotation sur le système. Donc, toute force dont la droite d'action passe par le centre de rotation, O, n'a aucun effet de rotation sur le fléau. Donc, nous constatons que la force FC est centrifuge dans la droite d'action. Le prolongement de la droite d'action passe par le centre O. Et nous constatons aussi que la force FB est centripète dans la droite d'action passe par le centre O. Donc, la force FC n'a aucun effet de rotation sur la balance et tente de déformer le cadre. La force FB aussi n'a aucun effet de rotation sur la balance et tente aussi de déformer le cadre. Alors, la force FA a bel et bien un effet de rotation sur la balance et tente de tourner la balance dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. La force P, le poids P de la masse marquée aussi a un effet de rotation sur le système et tente de tourner la balance dans le sens des aiguilles d'une montre. Les forces R vecteur et P au vecteur n'ont aucun effet de rotation sur la balance. Donc, toutes les forces qui n'ont aucun effet de rotation sur la balance, on va les supprimer. Et nous revenons à un schéma plus simplifié que voici. Donc, dans la pratique, la distance qui sépare le point A du centre de rotation, de l'axe de rotation O, est la même que la distance qui sépare l'axe de rotation O de l'extrémité du bras OD. Donc, nous voyons là maintenant que D' est égal à D. Et nous faisons une étude du moment du système. Nous allons prendre le sens positif comme le sens de rotation des aiguilles d'une montre. Alors, nous constatons que le poids de la masse marquée tente de tourner le fléau, la balance, dans le sens positif, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre. Et nous, contrairement à la force de la place exercée au point A, qui tente de tourner la balance dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et d'après le théorème des moments, nous savons bien que la somme des moments des forces qui tendent à tourner un solide dans un sens est égale à la somme des moments des forces qui tendent à tourner le solide dans le sens inverse. Alors, nous avons une seule force qui tourne
le solide dans le sens positif qui est le poids P de la masse marquée, nous avons une seule force qui tourne le fléau dans le sens négatif, le sens contraire des aiguilles d'une montre, qui est la force de la place exercée au point A. Alors nous pouvons écrire tout simplement que le moment du poids par rapport à l'axe de rotation O est égal au moment de la force FA par rapport à l'axe de rotation O. Nous rappelons que le moment du poids P par rapport à l'axe de rotation O est égal à P fois D, la distance qui sépare la droite d'action de la force et l'axe de rotation, ça fait la distance D, et le moment de la force F par rapport à l'axe de rotation O qui serait égal à quoi? F fois D'. Alors, une fois que les expressions des moments sont connues, l'équation devient P fois D égale à quoi? F fois D'. Or, dans la pratique, D est égal à D'. Si D est égal à D', on peut écrire PD. P fois D est égal à quoi? F fois D. Autrement dit, nous pouvons simplifier les D. Si nous simplifions les distances D, nous revenons simplement à P qui est égal à F. Il est vraiment d'une véritable balance, puisque vous constatez déjà que l'intensité du poids de la masse marquée équivaut déjà à l'intensité de la force de la place exercée au point A. On rappelle que l'intensité du poids d'un corps, ça fait M fois G. Et on rappelle aussi que l'intensité de la force de la place au point A a pour expression I fois L, L qui est la longueur de la portion NP, et fois l'intensité du champ magnétique P. Ça fait I fois L fois P. Donc la relation qui est en haut devient quoi? Mg égale à quoi? ILB. De cette relation, nous pouvons tirer beaucoup de choses. N'oubliez surtout pas que le rôle de la balance de coton, c'est de mesurer l'intensité du champ magnétique P. Alors, déjà, la première partie peut nous permettre de déterminer l'expression de l'intensité du champ magnétique B qui serait égale à quoi? M fois G sur IL. Mais cela n'explique pas qu'on détermine encore autres données dans la balance de coton. Puisque si par exemple nous connaissons d'avance l'intensité du champ magnétique P, nous pouvons déjà déterminer la masse, par exemple, pourquoi pas la masse de la masse et la masse de la masse marquée, et pourquoi pas l'intensité du courant électrique qui circule dans le circuit QMNPQ, d'accord? Et pourquoi pas déterminer aussi la longueur de la portion NP. Donc cela dépend dans quel cas, cela dépend du cas dans lequel vous êtes. Nous choisissons de déterminer l'intensité du champ magnétique B, d'accord, de mesurer l'intensité du champ magnétique B. Et dans les conditions expérimentales, nous avons utilisé un courant d'intensité I égale à 10 ampères, la portion NP qui a pour longueur petit l égale à 2 cm, l'intensité de la pesanteur qui vaut 9,8 mètres seconde moins 2, et la masse de la masse marquée que nous avons utilisée pour réaliser l'équilibre vaut 0,51 grammes. Alors, tout calcul bien fait nous donne B qui est égal à quoi? 2,5 fois 10 puissance moins 2 Tesla. Répétez, retenez bien que l'intensité du champ magnétique B est en Tesla dans l'unité du système international. Donc on trouve B égale à 2,5 fois 10 puissance moins 2 Tesla. Donc nous retenons simplement que la balance de coton nous permet de mesurer l'intensité du champ magnétique B. D'accord?
l'intensité du champ magnétique P à l'intérieur qui règne au niveau de la portion circulaire. Alors, la balance du coton permet de mesurer d'autres intensités du courant électrique plus intenses, comme ce que je voulais expliquer, par exemple les électroaimants. Mais de nos jours, la balance de coton n'est qu'un objet de collection, puisque actuellement il existe des appareils plus sophistiqués. Par exemple le Teslamètre, qui peut mesurer avec une grande précision l'intensité du champ magnétique B et donner même sa direction et son sens. Donc, la balance de coton a seulement dans ce cas un rôle démonstratif pour montrer expérimentalement l'existence de la force de Laplace F. Donc, nous avons étudié la balance de coton parce qu'il nous explique de long en large l'existence de la force de Laplace dans son rôle démonstratif. Nous vous remercions de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette présentation sur la balance de coton et nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne Top Science pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera consacrée à la roue de Barlow, qui est aussi une application de la force de Laplace.